Donc bah, déjà merci, merci Jean-Marie et puis son équipe de m'avoir invitée. Donc moi je vais me placer dans la continuité de Mar et vous parler de traces, mais plus sur des aspects cognitifs, enfin, plus précisément sur de la résolution de problèmes de programmation. Et pas forcément sur de l'autorégulation qui n'est pas moi dans mes objets de recherche. Donc si je le passe en diaporama, hop, voilà. Donc, bah, comme Jean-Marie l'évoquait, donc ce que je vais vous présenter, ça fait partie d'un travail de recherche doctorale qui est en cours, qui fait suite à un long parcours. Et je me dis deux mots parce que ça explique d'où je parle. Donc, cette recherche, elle fait partie d'un projet transfrontalier avec la Belgique, Interreg Teach Transition, qui vise la mise en place d'une formation aux compétences numériques à destination des enseignants et des formateurs. Et auparavant, donc, j'ai été 13 ans enseignante dans le premier degré. Puis j'ai fait une reprise d'études avec un master en ingénierie, médiation et éducation à l'université de Poitiers, donc en sciences de l'information et de la communication. Et donc je participe aussi avec l'association FrancIOI à la conception, au test d'usage des sujets des concours Castor et Algorea. Et puis, avec l'Université de Lille, depuis quelques années, on fait des études de cas sur l'initiation à la pensée informatique, en particulier à l'école primaire. Donc, comme je dis, ce que je vais vous présenter, c'est une petite partie de ma recherche doctorale qui est en cours. Donc, pour l'instant, les résultats ne sont pas, c'est quelque chose qui n'est pas abouti. Donc, c'est une thèse qui est inscrite en sciences de l'éducation, qui s'appelle Approche didactique et instrumentale des concepts de base en algorithmique, et qui est co-encadrée à la fois en sciences de l'éducation et en informatique. Et donc, pour ce que je vais vous présenter ce matin, donc qui est centré sur le travail de recherche sur les traces. Donc, il y a plus particulièrement donc Yvan Peter, Nourel Mawas, Gabriel Loiseau et Maxime Bouton, donc qui font partie de l'équipe de recherche. Donc, notre objet de recherche, c'est l'initiation à la pensée algorithmique, donc tant au niveau des scénarios pédagogiques, donc de la mise en place de scénarios pédagogiques sur le terrain, donc pour capter donc ces traces de procédures, donc d'analyse de procédures expertes et de difficultés rencontrées de manière récurrente. Et donc, on a un focus sur l'apprentissage de la notion de boucle et encore plus précisément sur l'identification de motifs. Donc, le concept de motif qui est ce sur quoi on travaille, on le définit dans notre contexte comme une entité repérable au sein d'un ensemble car elle est répétée à l'identique ou avec des variations prédictibles. Donc c'est un concept qui est au cœur de la pensée informatique. Pattern recognition, c'est une habilité qui est identifiée comme faisant partie de la pensée informatique. Et donc, cette habileté est essentielle lors de l'initiation à la notion de boucle. Alors, c'est un concept dans ma revue de littérature que je trouve présent en didactique des mathématiques, dans des travaux anglophones, en particulier australiens, mais qui est quasiment absent de la littérature francophone. Donc, dans les éléments de contexte aussi, donc dans nos expérimentations, on allie des activités débranchées et des activités sur support numérique. Et pour ces activités sur support numérique, on travaille sur les plateformes de l'association FrancIOI, donc dans l'environnement de programmation Algorea et sur la plateforme ch'ticode.algorea.org qui est particulièrement adaptée pour la recherche
parce que donc il y a beaucoup de paramétrages qui existent, qui permettent d'implémenter des situations variées et aussi qui permet de collecter des traces assez précises. Donc là, j'en arrive au cœur de ce que je veux vous présenter ce matin, qui est la collecte de données et l'analyse de ces données à différentes échelles. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de collecter des données à 3 échelles différentes. À large échelle, donc à l'échelle nationale, sur les résultats du concours Algorea, donc un concours de programmation que l'association FranceThéorie organise tous les ans, avec environ 200 000 participants du CM1 à la terminale. Et donc sur cette échelle très large, on dispose du taux de réussite pour chaque problème, mais donc les données ne sont pas très précises. Et pour aller vers une précision des données, précision des observations, on va travailler à plus petite échelle, donc à l'échelle de classe, avec des traces d'activité sur cette plateforme jtcodealgora.org. Alors, ces traces consistent en des enregistrements datés avec la succession des programmes soumis et puis avec aussi la possibilité de brancher un module pour enregistrer des événements supplémentaires, donc le module SRL qui a été développé dans le cadre d'un projet avec Jean-Marie et donc qui va permettre de tracer entre autres des clics et des mouvements de souris. Et puis une troisième échelle, là où on va avoir des données encore plus précises, très qualitatives, qui est l'échelle du sujet. Donc avec un enregistrement vidéo, un enregistrement d'écran de passage sur les parcours, suivi d'entretiens d'explicitation avec les sujets donc qui participent aux expérimentations. Alors, je vais commencer par ce qui est le point de départ, qui sont des études de cas à l'échelle des classes, donc à l'échelle intermédiaire. Donc, ces études de cas, il y en a plusieurs. Je vais en présenter rapidement deux. Et ces études de cas nous permettent d'identifier, enfin de récolter des données et d'identifier des comportements à partir des traces. Donc, le premier, c'est le dispositif Shticode qui a été expérimenté en CM1, CM2, alors à partir de 2017. Et puis, pour l'instant, le Covid a mis fin à cette expérimentation. On espère la reprendre ensuite parce que c'est une expérimentation où on fait venir environ 500 élèves sur une semaine à l'IUT d'informatique de Lille. Donc c'est un dispositif qui allie des activités débranchées et des parcours sur support numérique, qui est tutoré par les étudiants de l'IUT d'informatique. Et donc, avec Yvan, Peter et Yann Sek, donc on organise ces journées, puis on collecte ces traces et on a en particulier identifié un palier de difficulté lors du passage d'une à plusieurs instructions dans le corps de la boucle. Donc, la journée est centrée sur l'initiation à la notion de boucle et les traces, donc c'est le schéma que vous voyez sur la droite, nous permettent d'identifier ce palier de difficulté, donc à peu près sur 500 enfants de CM1, CM2. On voit que les courbes vertes et bleues chutent lorsqu'on passe de la boucle de une instruction à plusieurs instructions. La deuxième étude de cas, qui est plus récente puisque l'article est sur le point de sortir, mais il n'est pas encore publié. Donc, qui concerne la grande section de maternelle. Donc, pareil, au niveau du dispositif,
articule dans le scénario pédagogique des activités débranchées et des activités sur la plateforme, et avec un environnement qu'on a adapté pour des élèves non lecteurs. Donc je vous ai mis la capture de l'interface, et le scénario pédagogique, les activités en amont prépare les élèves à arriver à prendre en main cet environnement. Et donc, ce qu'on a mesuré, c'est la prise en main de l'environnement de programmation avec le temps passé sur les 2 premiers sujets qui sont qui sont quasiment identiques, qui sont identiques aux couleurs près. Et puis ensuite, l'étude de l'activité plus globale en étudiant les programmes soumis, lorsqu'ils soumettent un programme, les programmes validés, et puis le temps passé. Et on voit donc que le temps passé, ce sont les barres grises, augmentent drastiquement sur certains problèmes. Voilà, donc ça, c'était des études de cas qui ont initié mon travail de recherche doctorale. Et donc, maintenant, il s'est agi de se doter d'un cadre d'analyse un peu plus robuste pour permettre de lier les analyses aux 3 échelles de Connect. Donc, c'est un cadre d'analyse en sciences de l'éducation, la théorie des champs conceptuels de Gérard Vergniaud, donc, qui date de 1991, mais il a publié dessus jusqu'en 2013. Il y a plusieurs articles que vous trouverez dans ma bibliographie. Alors, je ne vais pas vous présenter tout ce cas théorique, mais seulement quelques éléments que je vais mobiliser dans la suite de la présentation. Donc, la théorie des champs conceptuels, elle se situe dans une perspective constructiviste et cognitiviste de l'apprentissage, et c'est un cadre qui est adapté pour l'analyse des activités cognitives complexes, dont la programmation informatique fait partie. Donc, l'unité d'analyse, c'est le couple sujet et situation. Situation a le sens de tâche, donc ce qui nous convient bien aussi, puisque là, on va étudier le sujet devant son ordinateur avec une tâche finalisée à effectuer. Et donc, ce cadre théorique a pour but de comprendre la conceptualisation en actes, c'est-à-dire les actions qui rendent compte d'une activité cognitive, et cette activité, elle est le plus souvent implicite, y compris pour le sujet lui-même. Et on va travailler à partir des actions, et ce qui nous intéresse, nous, travailler à partir des actions, c'est que c'est observable. Donc, on va travailler sur sur ce qui se passe sur l'écran du sujet quand il est en train de résoudre donc ces problèmes de programmation. Donc, ça consiste en plusieurs choses. D'abord, à regrouper donc les situations, donc les problèmes de programmation en classes. Donc, c'est une catégorisation qu'on va faire de 2 points de vue. Du point de vue de l'expert en analysant les situations, et aussi du point de vue du sujet en le regardant, en l'observant opérer sur ses problèmes et en discutant avec lui. Donc, en faisant ça, on espère identifier des schèmes qui sont des organisations invariantes de l'activité pour une classe de situation donnée, c'est-à-dire qu'à chaque fois que le sujet va se trouver en face d'un problème de problèmes qui sont similaires, il va organiser sa résolution de problème de manière similaire, mais pas forcément de manière exactement pareille, mais on va retrouver des similarités dans sa manière de procéder. Et donc, c'est ça que je vais chercher à identifier donc, et après à analyser sous forme de concepts en actes et théorèmes en actes qui sont associés à ces schèmes. Alors, par exemple, les concepts en actes, c'est les concepts que le sujet il va mobiliser dans la situation, ce à quoi il va faire appel,
Et les théorèmes en axe, ce sont les propositions qu'il va tenir pour vrai pour résoudre son problème, à tort ou à raison d'ailleurs. Et quand il tient une proposition pour vrai à tort, c'est là que souvent il va y avoir une erreur. Et c'est à ce moment-là que ça va être très intéressant d'analyser. Et puis, on va essayer aussi de déterminer en fonction en particulier du temps mis à réaliser les problèmes, si le sujet dispose déjà d'un schéma opérationnel, donc d'une procédure experte, ou s'il il se trouve dans un processus d'accommodation où les schèmes qu'il a à sa disposition ne fonctionnent pas et il est en train d'essayer de construire de nouveaux schèmes. Donc voilà pour le cadre. Et donc, donc je reviens à mes 3 échelles maintenant. Donc, à l'échelle nationale, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, je me suis appuyée sur une étude, donc toujours de Vergniaud et Durand, qui est sur les structures additives et que j'ai essayé de transposer dans notre contexte. Et là, j'ai donné un exemple. Donc, l'étude est beaucoup plus large que ça, mais on va essayer d'identifier des variables de situation dans les problèmes qui sont des caractéristiques et de voir en fonction de ces caractéristiques, d'étudier les taux de réussite aux problèmes de programmation. Donc, on fait donc l'échantillon est très large. Là, vous avez un exemple avec 3 problèmes qui ont été donnés au concours Algorea en janvier 2020, donc qui ont été résolus par environ 25 000 élèves. Et on voit que ce sont tous les 3 des problèmes où il s'agit de résoudre un problème de boucle et que dans ces 3 situations, le taux de réussite est très différent. Donc, et en particulier entre la première et la deuxième situation, ce qui change, c'est qu'il y a des actions de pivotement du robot, un changement d'orientation qui rend la tâche plus difficile. Dans le 3e problème, on a en plus des instructions à placer avant la boucle et le motif qui est placé de manière cyclique, alors que dans les 2 premiers problèmes, il est placé de manière linéaire. Donc c'est en analysant comme ça les situations et en les catégorisant et en comparant leur taux de réussite qu'on cherche de manière grossière à établir déjà des degrés de difficulté. Ensuite, donc, quand je vous parlais tout à l'heure que lorsqu'on est à large échelle comme ça, on a des tendances, mais des données qui sont pas très précises. Donc là, maintenant, on va passer à l'échelle des classes. Donc, à l'échelle de classe, en fait, il y a je demande à des enseignants que je connais de faire passer leur classe, plutôt que de faire passer leur classe sur la plateforme officielle, de le faire passer sur la plateforme Shticode. Et donc, de fait là, on a d'enregistrer le temps passé sur chaque problème et aussi les problèmes les programmes qui ont été soumis. Et on va essayer de se doter d'outils pour traiter et visualiser automatiquement ces traces. Donc, là, vous avez des premières visualisations, d'autres recherches sont en cours, en particulier avec Gabriel et Maxime. Donc, on cherche à faire le nettoyage et la mise en forme des extractions de la plateforme, de traitement de données, et donc la génération de visualisation. Donc là, vous avez en exemple l'évolution d'un parcours en catégorie blanche. Donc les couleurs correspondent aux problèmes. Donc chaque problème a 4 versions. Donc les nuances
correspondent aux versions et les escaliers. Donc vous avez la version la plus facile qui est l'escalier le plus bas en plus clair jusqu'à alors là c'est un élève de CE1 donc il n'a pas été jusqu'aux versions les plus difficiles. Donc là vous avez que 3 versions sur les 4. Et puis donc sur l'axe horizontal, c'est l'axe du temps, le temps qu'il a passé sur les différentes versions. Les encoches noires sont les soumissions ratées et les encoches blanches, les soumissions réussies. Donc on voit pour le même élève sur les 3 tours à 2 mois d'intervalle que on voit une sorte de progression où en particulier le problème 1, le temps qui est important lors du premier tour diminue lors des tours 2 et 3. Donc, c'est interprété de la manière que, et probablement, il y a une prise en main de l'environnement et puis un tâtonnement lors du premier tour et que pour ce problème qui est le plus facile, il a construit des schèmes de résolution beaucoup plus expertes pour les tours 2 et 3. Un deuxième exemple, c'est la visualisation de tous les programmes soumis pour un problème donné. Donc là, je vous ai mis le problème et les programmes soumis. Ça permet de rentrer un peu plus dans les stratégies de résolution, en particulier pour l'exemple qu'on a sous les yeux, les 2 dominos bleus sont identifiés comme faisant partie du même motif. Et donc, avec le sujet cherche à mettre les instructions qui correspondent au traitement de ces 2 dominos bleus à l'intérieur de la boucle. Et donc, il cherche à placer le robot dans la position pour entrer dans la boucle. Et puis après, on voit qu'il cherche une fois sa soumission 4, la soumission 4 qui ne fonctionne pas, il cherche à compléter son programme en sortie de boucle. Donc c'est ce genre d'analyse que l'on mène à l'échelle des classes et qu'on va chercher à automatiser. Et ensuite, à l'échelle du sujet, donc là, j'ai fait passer des élèves donc individuellement en visio sur Zoom et j'enregistre leur écran et leur verbalisation au cours de la passation. Et à la fin, je mène avec eux un entretien d'explicitation où je reviens sur les moments où ça a bloqué, qui sont les moments qui m'intéressent le plus. Alors, pendant qu'ils passent, moi sur mon autre écran, je prépare, je copie leur situation de leur écran à ce moment donné, à ce moment-là, et je les fais parler à partir de cet écran et qui est interactif. C'est la plateforme que j'ouvre en double, et donc ils peuvent me dire ce qu'il faut faire, et moi je fais j'ai un comportement très naïf, je comprends rien à ce qu'ils me disent pour qu'ils puissent m'expliciter leur démarche. Donc, je vais vous montrer si j'y arrive juste une trentaine de secondes de ce que ça peut donner pour l'identification de schèmes. Donc, j'arrête ce partage-là. Hop, et je vais en partager un autre. Alors, voilà. Hop. Est-ce que vous voyez? Quoi? Est-ce que vous voyez? Non, non, pour l'instant, on ne voit rien. Ah, j'aurais peut-être pas dû faire ça alors. Ah oui, effectivement, ça s'est bloqué. Ah, zut. Écoute, je te propose de... Tant pis, on verra pas. On verra pas. Bon, bah c'est pas grave. Parce que là, sinon, on va éclater le timing.
Ouais, alors, le problème, c'est que tout mon écran est bloqué. Donc, je pense que je vais le terminer. De toute façon, j'avais... Il n'y a pas que l'écran qui est bloqué. On ne t'entend plus. Bon, j'ai l'impression qu'on a perdu Marielle. D'ailleurs, elle vient de disparaître. Non, elle a... non. Oui, non. Non, elle est là. Bon. Bon, écoutez, par défaut de présence pour l'instant, s'il y a tout son écran qui est bloqué, c'est possible que sa machine soit bloquée. Donc on va peut-être la voir réapparaître dans quelques temps après un redémarrage brutal de sa machine. Est-ce que je suis un peu embêté? Je sais pas. Là, on est rentré dans une description plus détaillée. Donc, c'était un peu l'idée de la matinée, c'est d'aller au plus proche de la trace. Et là, on y était. Donc, c'était intéressant. Si vous avez des questions sur le type d'exercice ou pour certains ou sur le type de travaux, vous pouvez peut-être commencer à poser malgré tout vos questions parce que je vois que il y a Mathias Siron qui est donc le président de FranceCOI qui est en ligne et tout à l'heure je voyais Yvan qui était en ligne aussi. Donc si vous avez des questions sur les travaux de Marielle, peut-être que quelqu'un dans l'assemblée pourrait répondre malgré tout. Je vois plus. Ah si, Yvan est là. Donc Yvan Oui, qui était. éventuellement, ouais, donc pour meubler un petit peu hein, le temps qu'elle Voilà, revienne, effectivement, c'est on, on est parti finalement d'un niveau assez bas avec nos premières expérimentations, donc sur une plateforme auquel on a accès grâce à FranceCOI, sur lequel on a pas mal de traces. Et donc là, le travail de Marielle, c'est effectivement de faire la corrélation entre des premières observations qu'on a fait à un niveau où on avait des traces assez précises, hein, puisque pour chaque élève, on a toutes les soumissions qu'ils ont fait. Et donc, on a pas mal travaillé sur le temps mis pour soumettre, le nombre d'essais qui sont faits, des choses comme ça. Et là, elle est en train de faire le lien entre les trois niveaux. Un niveau dans lequel on a assez peu de traces, mais par contre, on a des données assez massives, puisque c'est celle du concours. Donc là, pour le coup, on n'est pas capable, enfin, la plateforme ne permet pas d'avoir beaucoup de traces, hein, vu le volume, qui nous permettent de confirmer à ce niveau-là un certain nombre de comportements qu'on a pu observer dans les données. Et donc, Marielle, ce qu'elle est en train de faire à travers le cadre de Vergniaud, c'est de faire cette corrélation et d'identifier les situations, ou en tout cas ce qui, dans les postes de programmation qui sont proposés, quels sont les éléments qui sont difficiles. Et on est en train d'essayer de qualifier la difficulté de ces différents éléments dans les puzzles, entre la dimension visuelle et la dimension traitement algorithmique qui doit être fait derrière. Donc on en est là et on commence à avoir des beaux résultats par rapport à ça, et avec un travail d'instrumentation qui est fait du côté de Marielle, donc avec une librairie en Python qui lui permet de commencer à avoir des premières visualisations. Et donc on est encore en train de traiter ces visualisations. Alors après, l'objectif, hein, alors dans le cadre de la thèse de Marielle, c'est comprendre un peu ce qui se passe au niveau de la compréhension de l'élève et de la construction de l'habileté à reconnaître un motif et à le traiter de manière algorithmique. Je pense que l'étape suivante, quand on aura ces différents éléments et vu qu'on a pas mal de traces, ça sera de voir comment on peut revenir dans la plateforme et être capable du coup soit de faire de l'adaptation, soit de faire du feedback. Donc on n'en est pas encore là par contre. Okay. Écoute, merci Yvan pour cet éclairage. Je ne vois toujours pas réapparaître Marielle. Peut-être l'a-t-on perdu complètement.
qu'est-ce que je voulais dire? Oui, non, ce changement d'échelle, effectivement, il est important parce qu'en fait, on en a discuté juste avant avec Mar et on a bien cette question-là de qualifier, enfin, ou de réconcilier des différents niveaux de données avec des études qui sont de différents, enfin voilà, qui sont qui peuvent aussi venir avec des cadres méthodologiques des cadres méthodologiques et des théories différents et complémentaires. Oui, J'entends aussi assez bon. Marielle est de retour. oui. Alors, je ne sais pas, tout s'est bloqué. Je ne sais pas jusqu'à à quel moment vous m'avez entendu. Je crois que j'ai parlé toute seule. C'est possible. Tu me Lancement de la disais que vidéo. bloqué. En fait, c'est quand tu as voulu parler sur la vidéo qu'on t'a perdu. Donc après, on n'a plus rien vu. Tu nous as D'accord. juste dit, j'ai tout qui se bloque et ça, c'est effectivement bien bloqué. Donc il y a Yvan, vient de nous raconter un petit peu le contexte dans lequel tu travaillais pour nous permettre de t'attendre dans de bonnes conditions et on en remercie. Et si tu veux finir, écoute, si tu as encore des choses complémentaires à nous dire, tu peux y aller. Oui, alors. Voilà, si ça va, si tu te sens bien, sinon. Oui, bah, c'est. Juste, j'avais quasiment terminé, hein, il me restait une slide. C'était juste dire que on va étudier les mouvements de souris donc à, à partir des enregistrements vidéo et que par exemple sur celui que je voulais vous montrer, on voit la souris qui s'arrête sur les cases l'une après l'autre et on en interprète ça comme un schème de dénombrement et le sujet dénombre ces cases pour remplir le compteur de boucle. Et donc après, on va essayer de trouver de relier ça avec des indicateurs dans les traces. Et donc là, c'est le traçage des mouvements de souris dans ce cas-là qui va nous intéresser. Et on va regarder si on retrouve dans les données pour lesquelles on n'a pas la vidéo, si on retrouve les mêmes alignements de temps d'arrêt de la souris sur des cases. Et donc ça nous permettrait de passer l'analyse l'identification de schèmes à l'échelle et ensuite de faire le lien avec les données issues du concours Algorea pour lesquels on n'a que le taux de réussite pour chaque problème. Voilà, donc c'était ça ma dernière slide. Ouais. Merci. Merci beaucoup Marielle. Donc ben voilà, écoute, merci. Non, je l'ai déjà dit, merci. Si quelqu'un a des questions maintenant à Marielle, puisque nous l'avons retrouvée, surtout n'hésitez pas. Vous pouvez ouvrir votre micro et y aller directement. Sinon, Issam va se faire un plaisir de poser des questions. Ah non, pas cette fois-ci. J'aurais une petite question. C'est sur les aspects de visualisation qui ont été présentés en fait dans les différents slides. Oui. C'est plus technique. Est-ce que c'est quelque chose qui vient directement de France IOI ou c'est quelque chose qui a été fait à la main? Alors, il y a une première version que j'ai codée à la main à partir des bibliothèques Python, en particulier Pandas et Pygame. Et là, actuellement, il y a un travail en cours de reprise de cette bibliothèque parce que moi, je suis pas informaticienne au départ. Je me débrouille, mais sans que ce soit, on va dire, peut-être dans les règles de l'art. Et donc, c'est Gabriel Loiseau qui est donc stagiaire en M2 Data Science qui fait ce travail de reprise de mon code et puis on va essayer d'aller plus loin dans la génération de ces visualisations. Oui. Mais elles sont indépendantes de la plateforme elle-même, c'est-à-dire qu'on travaille à partir d'extraction. Elles sont réutilisables ou pas? À terme, oui, probablement, mais pour l'instant, elles sont en cours de construction. D'accord, ok. Merci beaucoup.
peut-être pour compléter, hein, donc c'est Yvan Peter, hein, on travaille effectivement offline, hein, c'est-à-dire qu'on récupère les données après coup pour construire les visualisations. Euh, et on travaille aussi sur la plateforme Shticode, c'est-à-dire celle sur laquelle on a un bon niveau de traces. C'est-à-dire que sur la plateforme du concours, on ne pourrait pas avoir des visualisations aussi riches on a que le résultat final. Donc on est dans un cas intermédiaire où on a pas mal de choses pour construire les représentations. Ok, merci Yvan. Vous avez enrichi la collecte de traces ou c'est toujours ce qui est fourni par le système de base? Alors, il y a deux sources. Il y a les traces issues de base de la plateforme Shticode et il y a les traces issues du module SRL. On n'en a pas rajouté d'autres. C'est le travail qu'a fait Camille. Oui, c'est ça. C'est à partir du module qu'on peut activer ou ne pas activer sur la plateforme. Par contre, dans le travail qu'avait fait Camille, donc parce que vous travaillez sur l'autorégulation, il y avait aussi un système de prompt que nous, on n'utilise pas. Et Lomar a dit tout le bien tout à l'heure en disant on ne peut pas demander à quelqu'un je suis en phase de métacognition, moi qui est en train de travailler. Donc, et je pense que ça rejoint un débat qu'on a eu avec Mathias par ailleurs. Et donc, Marc nous a donné son avis sur cette question d'avoir des prompts qui interrompent le travail. Et donc, la question est bien d'avoir des traces et de pouvoir par ailleurs qualifier ces choses-là. Je sens que Marine est encore en train de monter et que la question va bientôt venir. Non? Si personne n'a de questions, je peux en poser une. Alors, écoute, vas-y. C'était plus sur une question sur les entretiens d'explicitation avec les enfants. Oui. Parce que surtout les recherches, en tout cas les analyses sur les méthodes de recueil de données disent que c'est pas toujours facile de verbaliser ou d'expliciter du coup les stratégies qui sont utilisées par les apprenants au moment de l'autorégulation. Et du coup, voilà, c'était ma question. Est-ce que des enfants aussi jeunes peuvent être en mesure de verbaliser ce qu'ils font? Est-ce qu'il peut y avoir des biais? Comment faire? Alors, déjà, moi, je les fais pas verbaliser sur l'autorégulation, mais sur la résolution du problème. C'est-à-dire que pendant qu'ils effectuent le parcours, je les embête pas, je n'interviens pas, sauf si vraiment ils sont bloqués, mais autrement. Et donc ils passent d'un problème à l'autre. Certains problèmes, ils passent parce qu'ils savent pas. Et donc il y a quatre problèmes différents avec des niveaux de complexité. Donc ça en fait 16 en tout. Et donc, je relève un des problèmes pour lequel ils ont bloqué. Sur un deuxième écran, j'ouvre la plateforme en local et je reconstitue le programme qui est sur leur écran au moment où ils ont bloqué. Et c'est ça que je le remets à l'écran. Donc là, cette fois-ci, c'est moi qui partage. Et je leur demande, là, donc tu te rappelles ce problème-là, tu étais en train de faire ça. Explique-moi ce qui t'a amené à mettre ce bloc-là et qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là. Et oui, ça, il verbalise. Alors après, plus ou moins suivant les élèves. Et je leur dis, maintenant, on va recommencer. Donc, j'enlève tout. Tu me dis ce qu'il faut mettre et il me dicte ce qu'il faut mettre. Et c'est moi qui, cette fois-ci, qui avec la souris met les blocs dans l'éditeur. Et quand c'est pas clair, quand je comprends pas bien, je fais un peu exprès de pas faire ce qu'il faut et d'interpréter pour justement les amener à dire non, c'est pas ça, c'est pas ça. Alors je dis
pourquoi et qu'est-ce qu'il faut que je fasse alors. Voilà, donc mais je cherche pas, moi je cherche pas les stratégies d'autorégulation, je cherche les stratégies de résolution de problèmes. Oui, du coup, ma question c'était est-ce que ça marche et est-ce qu'il y a des élèves avec qui c'est plus compliqué ou pas Oui, alors il y a des élèves qui verbalisent plus facilement que d'autres, mais alors j'ai 15 élèves du CP à la 3e, mais c'est aussi des élèves, pour certains en tout cas, que je connais. C'est-à-dire que le contact, la question de confiance est déjà là. Et puis pour certains que je connais pas plus que ça, il y a quand même une phase de mise en confiance. J'ai pas d'élèves qui refusent de parler. Maintenant, les plus grands sont un peu plus réservés. Les plus jeunes parlent très facilement, sont même très contents qu'on s'intéresse à ce qu'ils font sur l'écran. Et puis enfin, c'est un peu nouveau pour eux aussi d'interagir par Zoom. Je prends le temps et de voir qu'on peut avoir une conversation qu'ils peuvent me dicter, que moi je mets à l'écran. Si ça marche bien. Après, j'ai pas encore fait toutes les analyses, mais au niveau méthodologique, je suis contente de ce que j'ai récolté en tout cas. Ok. Et je vais reprendre ces 15 mêmes participants. Là, je suis sur le point de commencer je fais une sorte de suivi longitudinal, donc je vais les reprendre pour les problèmes de l'année prochaine. Ok, merci.